José Di Stasio, mesdames et messieurs. Merci. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie elle s'exerce. Mon petit Olivier. Oui, on vient d'en parler un peu. Louis T nous en a parlé aussi la semaine passée. Il n'est pas le seul à avoir été étonné par la sortie anti-pois chiche de Lise Ravary dans le Journal de Montréal. On se rappelle qu'elle avait écrit « Le premier ministre doit intervenir pour protéger notre patrimoine alimentaire, à moins que l'obsession des pois chiches ne soit devenue le reflet du multiculturalisme canadien. » Je pense que c'est clair. Le Petit Québec est-il trop blanc? Oui. Bon, en fait, le Petit Québec est fait par Kraft en Ontario, mais c'est un détail. L'argumentaire tient plus ou moins la route à tel point que même sa collègue Sophie Durocher sur Cube Radio n'en est pas revenue. Il ne faudrait pas, en plus, imposer au guide alimentaire de dire de manger du lait juste pour protéger cette industrie-là. Il faut quand même que la préoccupation de la santé soit plus importante que des intérêts financiers, Lise. Le lait, c'est quand même pas de la cyanure, là. Non, c'est difficile de s'obstiner contre ça. C'est comme quand Fred frappait Jean-Sébastien avec une barre à clous au bureau. Il disait toujours « Arrête de chialer, une barre à clous, c'est quand même pas un bazooka. » C'est vrai! D'ailleurs, contrairement au lait, le cyanure ou la cyanure, comme disait Mme Ravary, c'est pas inclus dans le guide alimentaire canadien. Si c'était le cas, elle aurait raison de se sentir menacée, mais c'est pas ça qui l'inquiète. Je prends ça quasiment comme une attaque à ma culture, à ce que je suis. Ici, là, on mange pas des pois chiches à 4 heures l'après-midi quand on arrive d'école. C'est pas ça, c'est pas nous, ça. Elle capoterait sûrement de savoir que l'expression préférée de mes enfants, c'est chiche taouk. Ou d'apprendre que le Canada est le 9e plus grand producteur de pois chiches au monde, selon Statistique Canada. Et ce qui est un peu drôle aussi dans tout ça, c'est qu'en 2012, Lise Ravary écrivait sur Twitter « Oh boy, Pauline veut faire la souveraineté alimentaire. J'espère que vous aimez le navet. Les hivers sont longs de par chez nous. » Donc, il y a peut-être une façon de réconcilier tout le monde. Et j'ai trouvé sur le web une recette de Bob le chef de soupe aux pois chiches et aux navets pour les citoyens du monde qui sont aussi attachés à leurs racines. Alors, ça pourrait unir les gens. Sinon, la grosse nouvelle cette semaine, après, évidemment, la nouvelle qu'il n'y a pas vraiment de gingembre dans le ginger ale, c'est l'histoire du gars qui n'a pas pu participer à un spectacle d'humour parce qu'il est blanc et porte des rastas, ce qui serait de l'appropriation culturelle, selon le groupe qui organisait la soirée. Ces gens que Denis Gravel de Radio X a décrit ainsi. Vous êtes poliment des Chris de fou. Bon, moi, je suis relativement d'accord avec lui, avec un bémol, parce que j'ai pas le droit de sacrer à la radio. C'est vrai que quand ton accusation d'appropriation culturelle est rendue plus exagérée que celle inventée par Richard Martineau, t'as peut-être franchi une limite, mais Denis Gravel a malheureusement poussé son analyse plus loin. Mais ça veut pas dire non plus qu'on a à porter le fardeau de la culpabilité et à faire de la ségrégation inversée parce qu'on décide qu'on devient les nouveaux dictateurs de la société qui décident ce qui est bon puis ce qui est pas bon. Il y a toujours bien des maudites limites à renier l'intelligence humaine pour prendre des décisions de babouin à un moment donné, là. C'est difficile à comprendre son raisonnement quand même. Ouais, c'est pas clair. Un humain qui prend une décision de babouin, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Probablement que pour certains véganes antispécistes, oui, mais ça veut pas dire qu'il faut en faire 18 chroniques pour s'indigner. Il y a beaucoup de concepts, effectivement, nouveaux dans la phrase de Denis Gravel. Ségrégation inversée, dictateur de la société, mais il me semble que quelques personnes trop intenses dans un petit café-bistrot dont personne soupçonnait l'existence avant cette semaine ne sont pas des dictateurs de la société. Si tu te sens menacé par ça, tu es probablement un dur à cuire inversé. Sinon... Vous allez loin. Oui, quand même. Mais en même temps, on ne sait pas. Hein? C'est ça qui est la beauté de la chose. Sinon, François Legault a rencontré Justin Trudeau cette semaine et comme M. Trudeau a beaucoup besoin du Québec pour se faire réélire, Caroline Saint-Hilaire de TVA nous a expliqué que M. Legault avait le gros bout du bâton ou quelque chose comme ça. Au-delà du gros bâton que François Legault possède entre les mains. Oui, le premier ministre. Parlant de gros bâton, je suis tombé là-dessus en regardant mon iPad. Encore la photo du l'acteur porno des années 70. Seigneur. Donc, le premier ministre a un gros bâton entre les mains, mais ce gros bâton est une arme à double tranchant, nous a fait comprendre Mario Dumont avec une métaphore qu'on ne comprend pas vraiment. Tant que t'as le gros bout du bâton, et que tu t'en sers trop, tu le secoues trop, ça me donné le bâton peut virer de bout. Alors, si tu secoues trop ton gros bâton, il peut revirer de bout. Aïe aïe, un autre sujet pour Allô Bobo, Jean-Sébastien. D'ailleurs, à propos de Mario Dumont, vous savez, à son émission, Mario Dumont, à son émission LCN, il y a tous les jours un petit segment appelé Version Dumont. C'est un segment que j'adore, non pas pour la finesse de ses analyses, mais pour sa façon de conclure ses chroniques, une patte en l'air. Et j'ai fait un petit montage de quelques-unes de ses finales.
Tu sais, ton effort que tu as fait de tout mettre dans le bac bleu, mais finalement, ça valait rien. Une immense prise de risque que Caroline Néron a eu le courage d'accomplir. M. Trudeau, aujourd'hui, devrait suggérer à sa candidate le retrait de sa candidature. Quelqu'un essaye d'être généreux avec notre argent. Montrer qu'il y a des reportages. Faire le plus mal, c'est se faire accuser de racisme. Ça me faudrait être naïf à ce point-ci pour penser donner ça aux Chinois. Aux Chinois? Mais on dirait qu'il fait des reportages à Radio-Canada. Ici Mario Dumont, à Radio-Canada. Il y a une belle musicalité quand même. Je pense que je vais m'en inspirer pour mes fins de chronique, mais pas en parlant des Chinois, évidemment, parce que vous allez me traiter de raciste. Sinon, grande nouvelle, cette semaine, on a eu droit au premier gilet jaune québécois connu. Il s'agit du Doc Mayou, qui a toujours... il a toujours été avant-gardiste en matière de mode. Je ne serais pas surpris que dans 10 ans, vous aussi, vous portiez la barbe d'un pied de long et la jambe de bois, Jean-Philippe. Oh. Et en tant que premier gilet jaune... Restez dans votre passé. Hein? Continuez. En tant que premier gilet jaune québécois... Je comprends pas ce qu'il veut dire. Allez-y. Oui, en tant que premier gilet jaune québécois connu, le Dr Mayou a seulement 2 revendications. Ma première revendication, c'est que soit aboli l'impôt et toutes les déductions sur l'emploi pour les 55 ans et plus. Liberté 55, donc, ou dans son cas, comme il est à la Radio de Québec, Liberté 55. Deuxième revendication. L'autre point. J'arrive de France. J'en ai plein le casse de votre maudite limite de vitesse à 110 km/h sur nos autoroutes. Oh. En France, c'est 130 la limite. Bon, yes! Je ne vais pas conduire souvent pour penser que la limite est à 110 ici, mais c'est tout. C'est juste ça, ces 2 revendications. C'est ça. C'est à ça qu'il aspire pour la société québécoise. Payer moins d'impôts, rouler plus vite en char, ça fait rêver quand même. En fait, ce sont ses rêves qu'il veut imposer à la société parce que M. Mayou nous a expliqué qu'il avait fait un salaire de 167 749 $ à la radio en 2018 et que l'impôt lui a enlevé 68 000 $, ce qui l'empêche de vivre ses rêves. Laissez-moi mon argent pour que je m'enrichisse un peu. Comment vous voulez que je m'enrichisse si vous me volez à la source 68 000 $ par année? Je pourrais jamais être riche. Ah non, c'est pas avec 100 000 $ par année qu'il va se mettre riche et il prétend faire de la radio pour le vrai monde. Toujours dans le domaine de la fiscalité, il y a été question cette semaine d'un rapport d'impôt unique au provincial et au fédéral au Québec, mais Emmanuel Latraverse de TVA n'est pas sûr que ça passerait bien. Il y a bien des Québécois qui vont se faire dire que dorénavant, c'est Revenu Québec qui va tout gérer. C'est peut-être là que ça va grimper dans les rencarts. Grimper dans les rencarts. Et d'ailleurs, quand Revenu Québec vous a invité à un rencard l'autre jour, Jean-Philippe, vous avez pas mal grimpé dans les rideaux, justement. Sinon... je ne comprends pas, mais on l'aime. Non, c'est que... C'est comme un slam, cette joke-là. Ah. Un petit peu. J'ai pas le choix de faire un meilleur coup. Jean-Philippe. Oui, vous êtes riche. Ben oui, Seigneur Jésus. Oui. Non, j'allais dire pas autant que Dr Mayou, mais oui. Sinon, j'ai pas le choix de faire un meilleur coup de pas parce que Dominique Moret m'a remis à l'ordre cette semaine. Et il a d'abord fait semblant de ne pas aimer ça quand je parle de lui. Chance qu'on existe, hein? Radio X, si on n'existe pas, ce show-là n'existe pas. Bon, effectivement, sans Radio X, cette chronique aujourd'hui aurait duré seulement 6 minutes au lieu de 9 minutes. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait pour les 114 autres minutes qui restent dans l'émission. Et il m'a remis à l'ordre à propos du dôme que j'avais décrit comme étant une bulle dans laquelle vit l'élite médiatique québécoise, qui a un schème de pensée qui serait complètement différent du reste de l'Amérique. Je disais que c'est une autre façon de nommer la clique du plateau. J'étais dans le champ. Ça n'a rien à voir. Il est complètement à côté de la traque. Je pense qu'il donne trop d'importance. C'est carrément faux. C'est une fausseté. Fake news. Vraiment, c'est de la masturbation intellectuelle, ça. Le dôme, ça représente le modèle québécois, mais ça représente l'étanchéité autour du Québec pour contrer les influences extérieures et pour s'isoler. Et ça a un effet, justement, de nous retarder. Comme la série télé. Oui, comme la série télé Le Dôme de Stephen King à propos d'une ville prise sous un dôme transparent. Et si vous ne connaissez pas cette série-là, c'est justement parce que vous êtes sous un dôme étanche qui vous isole des influences extérieures comme les séries américaines et les pois chiches. Donc, Dominique Moret, qui est pour le mur de Donald Trump, il trouve ça bien niaiseux de vouloir se couper du monde extérieur en vivant sous un dôme dont il a précisé la définition plus tard. Membrane tribale fictive qui procure un faux sentiment de sécurité, mais qui surtout crée des dommages à court,
moyen et long terme. C'est correct, ça, prof Gravel? Comme dans Truman Show. Ouais, moi, ça va bien. Je te laisse aller. Je vais être sûr qu'il puisse... J'essaie de couper l'extrait comme il faut. Clair. C'est très gentil. Je pense que c'est effectivement plus clair maintenant. Vraiment? Oui, le dôme est une membrane fictive qui est un mélange de la série Under the Dome et du film Truman Show. Si j'avais pas bien compris ça, et à ma décharge, si je me fie à ce que j'ai entendu, le dôme, c'est aussi derrière le complot des changements climatiques et aussi derrière les madames qui défendent Éric Salvaille sur Facebook. Ils mettent tout ça sur le dos du dôme. Il a le dos large, dur à circonscrire et on peut pas s'en approcher pour mieux le voir à cause des gardiens du dôme. Les syndicats sont les bergers allemands du dôme. Ouf! Je comprends rien. Ah oui, protège-les. Il y a quelqu'un qui s'en vient, là. Hey, c'est qui? Hein? Il vient menacer le modèle. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Let's go! Pas après. C'est de la fiction. C'est une psychose. C'est la dernière pause. Ça me rassure quand même d'être dans le dôme protégé de ces gens à l'extérieur qui sont un petit peu trop virés sur le top. Mais voyons donc. Merci, Olivier Niquette.